cette entreprise de nettoyage, et donc ils ont, finalement, ils étaient un peu coincés de toutes parts, donc ce qui les a conduits à être beaucoup plus conciliants avec la section, et du coup, l'obtention de choses qui n'avaient été jamais obtenues jusqu'à présent. Et à noter que Annie n'a aucun mandat aux institutions représentatives du personnel. Elle est simplement, depuis 3 ans, représentante de la section syndicale. C'est-à-dire qu'elle ne participe pas aux élections. Voilà. Et donc la grève qu'elles ont faite, avec le soutien de toute la CNT, c'est donc ce moment précieux où les travailleurs prennent conscience de leur force et de leur capacité à inverser les choses pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Ce moment est d'autant plus précieux qu'il libère la volonté commune, décidée collectivement, ça a été le cas, et dans la confiance. Car sans confiance dans les collègues, à dépasser la peur de la transgression, il n'y a pas de grève. Et puis aussi et surtout, le coût de la grève, si elle n'est pas bien préparée, elle peut se solder non seulement par un échec, mais aussi, elle peut coûter cher. Le droit de grève existe dans ce pays, mais le droit de licencier aussi. Et à noter, donc, cette grève a eu lieu le 22 février 2017. Aucune des adhérentes de la section n'a eu à subir de répression et de sanctions. Ça, c'est quand même... voilà. Alors, comment on passe de la grève à la grève générale? La CNT, à travers ses affiches et ses slogans, préconise la grève générale. Ce n'est évidemment pas un appel. La grève générale ne se décide pas, d'autant lorsque nous sommes, comme nous, une organisation minoritaire. Donc c'est plutôt une revendication. Nous l'avons vu ces dernières années. Le plus flagrant a été en 2010. Des millions de personnes dans les rues et rien. La réforme de retraite est passée. La loi travail, les ordonnances Macron, la grève perlée des cheminots, pour arrêter le bulldozer libéral, la grève générale semble le moyen le plus indiqué. Encore faut-il retrouver les pratiques de la gymnastique révolutionnaire. Et puis cette gymnastique révolutionnaire, il faut d'ores et déjà la pratiquer. Et la pratiquer, c'est dans l'espace de son réel, qu'il soit dans l'entreprise, ou dans le quartier, ou dans la ville. L'action militante à la place, devant, ou à côté, ou au-dessus des autres, ne rompt pas avec les schémas hiérarchiques, concentrés, manipulateurs, manipulables et réprimables. Les pratiques de l'action et de la solidarité diffuse sur son lieu de travail et auprès de chez soi nous immergent dans notre quotidien et permet les liens de solidarité et d'envisager sérieusement les bouleversements d'aujourd'hui et de demain. De plus, cette pratique nous situe avec, non pas à côté ou au-dessus, avec, c'est-à-dire à égalité et dans le lien immédiat. Les pratiques de la solidarité d'Interpro font partie intégrante de l'ADN des CNTistes. L'organisation même de la CNT est pensée comme ça. Pas de syndicat de métier, ni de syndicat d'entreprise, mais des syndicats d'industrie. Transport, éducation, métallurgie, bâtiment, et le tous sont intercatégoriels. Sur les lieux de travail, ce sont les sections syndicales qui œuvrent en lien avec le syndicat d'industrie. Par exemple, pour mon cas, le syndicat de la métallurgie de la région parisienne, on unit en notre sein des travailleurs de l'automobile, de Renault, de Peugeot, ainsi que des travailleurs des entreprises sous-traitantes. Ils font fi de cette façon des divisions que voudraient nous imposer les employeurs et que souvent les syndicats institutionnels reprennent à leur compte. Dans notre branche industrielle, il n'est pas rare de voir les syndicats, par exemple PSA, Citroën de Rennes, défendre les emplois pour Rennes et se foutre de ce qui se passe à Poissy ou à Aulnay. C'est comme ça les mauvaises habitudes du syndicalisme institutionnel. Donc, et au-delà du syndicat, dans la CNT, l'Union régionale des syndicats et les fédérations d'industrie sont le ferment de la solidarité. La Confédération aussi, à l'international aussi, nous agissons. Au capitalisme mondialisé, nous
nous mettons en place les germes d'une société solidaire et sans frontières de demain. Bon, écoutez, on est ici. Oui. Attends, excuse-moi, j'ai pas fait. Ah non, mais... D'accord. La parole est grande. Ben après, je vais te passer la parole. Si tu veux. Attends que ce soit fini. D'accord. Il faut qu'il finisse ça. Il faut qu'il finisse. Trouver des mots qui pouvaient être partagés. Tu vois, le répéter donc, qui est convictionnel. T'as des mots, excuse-moi. C'est des mots. Cependant, c'est non pas pour s'endormir, c'est pour se révolter. C'est ça. Excuse-moi, mais je ne suis pas un spécialiste de la prise de parole, et donc, si tu veux, d'abord j'ai un texte, et puis, donc, je suis désolé. Voilà. Oui, donc, dans la solidarité et l'interpro, on a, donc, qui font partie de l'ADN de la CNT, nous avons un exemple très important en 2010, où avec la lutte de People and Baby, où là, en 2010, ça a été souligné tout à l'heure par Jean, plusieurs camarades d'une section sont licenciés pour avoir exercé le droit de grève. Donc il y a plusieurs manifestations de l'Union des syndicats de la région parisienne a eu lieu. Les deux resteront gravées donc, dans la vie des cinétistes. L'une après celle du 1er mai, déposée après la fin du parcours des grandes centrales, qui a démarré jusqu'au domicile du patron de People and Baby. Nous étions plusieurs centaines à être devant lui, devant son appartement, dans le 17e arrondissement de Paris, pour le mettre au courant et mettre au courant ses voisins de ses activités de patron voyou. L'autre, beaucoup moins ordinaire, que ce soit pour la CNT ou pour les autres syndicats, pendant 5 jours et 6 nuits, nous avons la CNT a occupé le siège social de People and Baby dans une avenue qui donne sur l'Arc du Triomphe de Paris. Depuis l'endroit où on occupait le siège social, on voyait l'Arc du Triomphe, pour dire qu'on était dans un beau quartier. Donc l'an dernier avec la grève de la Rolls à Chevilly, et cette année avec la lutte des territoriaux, s'est exprimé dans les faits et pas uniquement dans les mots, donc la solidarité interprofessionnelle. Donc là je vais recéder la parole à Sandrine et à Annie pour parler de cette question. Oui, très important. C'est vrai que nous, sur toutes les luttes qu'on a pu mener jusqu'à maintenant, on a quand même fonctionné en intersyndical. Donc après, avec d'autres syndicats au niveau de la ville, mais pas que. Quand on parlait des actions qu'on a menées, on a toujours lancé l'appel et aux camarades du syndicat, aux camarades de l'union régionale, et à chaque fois, ils ont répondu présent. Et ça, c'est hyper important parce que quand on veut faire des pétitions et qu'au démarrage, les gens maintenant, sur la culture syndicaliste, ils ont quand même un peu dans l'idée que s'il faut un appel à un syndicat, c'est le syndicat qui fait tout. Et ça, d'essayer de leur rappeler qu'il faut que ça passe par eux, etc. Et si on faisait ça, alors ils sont d'accord, hein. Une pétition, ouais, c'est super. Et puis qu'on est tout seul sur le marché de la Croix de Chavaux, on a envie juste de dire merci à tous les camarades de la CNT qui sont venus, qui ont été présents, qui ont suivi le truc. Je rebondis sur ce que disait David, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un truc qu'on a fait sur des espèces de fêtes organisées par la collectivité, où en fait, on a été là tout le temps. On a distribué du tract, on a fait machin. Et ça, encore une fois, les camarades de la CNT, ils étaient là. On a fait un café syndical pour pouvoir justement... Parce que l'important aussi, quand on mène des luttes, c'est d'informer les gens. Pourquoi on fait ça? On n'est pas là juste pour vous faire chier. Il y a des raisons, et ces raisons-là, elles vous impactent aussi parce que vous êtes des usagers d'eux. Et ça nous permet, tout ça, ça nous a permis de nous exprimer, de montrer les difficultés. Et à travers cette coopération interprofessionnelle, c'est comme ça que ça s'exprime. Oui, moi, ce que je voulais dire, quand il y a de l'injustice dans le travail, au lieu de travail, il ne faut pas se taire. Ouais, Il ne faut jamais se taire. Il faut faire que le patron comprenne que ce qu'il fait n'est pas bien. Voilà. Donc quand on se tait, c'est là on devient comme des esclaves. Il faut parler et parler et parler. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors on a essayé de montrer qu'à partir de nos réalités, que l'action syndicale est possible, diverse, qu'elle est non hiérarchisée, non rémunérée, on ne l'a pas dit jusqu'à présent,
adhérent de la CNT, quel que soit le mandat qu'il ait dans la CNT, n'est rémunéré pour faire ce qu'il fait. Et puis, donc, ce sont des luttes qui sont conduites par les travailleurs eux-mêmes. On le fait avec discernement, avec sérieux, c'est-à-dire être bien au fait des rapports de force, que ce soit sur le lieu de travail ou en dehors, afin d'être en phase avec le réel. Ainsi, nous tâchons de garder le cap. Garder le cap, ça implique d'abord d'être lucide et de réaffirmer que la CNT est une organisation de classe qui ne se dilue pas dans les manœuvres politiciennes. Garder le cap implique de réaffirmer que la fonction des syndicats institutionnels n'est pas de combattre fondamentalement ce système, mais de faire illusion pour conserver une influence électorale lors des élections professionnelles, desquelles dépendent la survie de leurs appareils. La CNT est l'organisation syndicale, de notre point de vue, qui par sa simple existence, pourtant minoritaire, exprime la possibilité de la résurgence du syndicalisme révolutionnaire à une échelle plus importante. La flamme que nous ont léguée les internationalistes de la Commune de Paris, les syndicalistes révolutionnaires de la CGT d'avant 1914, les anarcho-syndicalistes espagnols de 1936, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de ne pas la laisser s'éteindre et de la redévelopper. Voilà. Très bien. Donc on termine sur cette intervention. Donc s'il y a des personnes qui veulent intervenir, poser des questions, on a 10 minutes, un quart d'heure, en gros une petite vingtaine de minutes pour débattre. Oui. Juste quand Emma m'a rappelé qu'on était des syndicats d'industrie, par exemple, on peut dire, et il faut que vous le sachiez, parce que nous, dans la Drôme, on a des lycéens qui ont adhéré à la CNT de la Drôme, parce qu'on syndique tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un syndicat de l'éduc dans un département, eh ben on syndique, ou dans un lycée, on syndique les profs, le personnel administratif, les agents extérieurs qui viennent faire le ménage ou sous-traitance, et les élèves. Ils sont dans le même syndicat. Et ça, c'est important de rappeler qu'il ne faut pas oublier la globalité de ce qui nous est imposé et que tous les acteurs, à leur façon, s'aperçoivent, nous, là je parle d'un exemple, par exemple pour les profs dans la Drôme où on a bloqué un lycée à Montélimar pendant 10 jours, du coup le rapport entre les élèves et les profs a changé. C'est pas de l'angélisme, hein, mais c'est que quand en AG, il y a des profs et des élèves qui discutent de pourquoi ils bloquent le lycée, après, c'est ça dans la lutte, ils ne se regardent pas pareil. Et donc il y a un bénéfice derrière. Alors moi en fait je travaille dans le support informatique. Je travaille pour HP principalement. HP, je gère les problèmes d'imprimante, je gère nos stocks. Non, parce qu'en fait on a des techniciens justement qui viennent réparer des PC dans des salles où sont créés les médicaments. Et donc il y a eu un témoignage disant une personne qui avait eu de la poudre blanche, qui le soir en rentrant avait mal à la tête. Et ça a été très compliqué. En fait, c'est passé de requête du CHSCT à simple visite de courtoisie. Il n'y a pas d'autres questions. Si, là. Avec des syndicalistes. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre la parole tout de suite. Bonjour, Yves du syndicat IPRECI 75, syndicat Interpol. Rien à voir avec mon syndicat, dans le sens où c'est pas une intervention par rapport à ça. La question que je me pose, et qu'on se pose souvent quand on discute en permanence syndicale ou autre, c'est comment faire
pour arriver à étendre notre syndicalisation. Parce que se syndiquer dans un syndicat, déjà, pour beaucoup de gens dans les entreprises, ça fait peur. Parce qu'ils ont peur d'être montrés du doigt, parce qu'ils ont peur d'être virés, puisque maintenant, les patrons n'hésitent plus à licencier des syndicalistes ou des syndiqués. À la CNT, encore plus. Ouais. Ça fait encore plus peur. Et donc, du coup, on parle beaucoup de 68 ces derniers temps, de mai 68, qui pour certains était une révolution ratée, pour d'autres c'était un vaste foutoir qui n'a servi à rien. Et la peur a changé de camp en fait, parce qu'à l'époque il y avait plein emploi et les travailleurs avaient la rue. Ils ont pu imposer leur volonté, ils ont pu imposer avec les accords de Grenelle et, bon, et donc certaines choses qui sont passées à la trappe parce que c'était un peu trop avancé, mais ils avaient encore le pouvoir d'imposer parce qu'il y avait plein emploi ou à peu près, et donc les patrons avaient peur qu'on leur bloque leur système. Avec le chômage de masse qu'on a aujourd'hui, en fait la peur elle a changé de camp. Les gens ont peur de se retrouver sans boulot. C'est ça. Et se syndiquer, se faire connaître comme syndiqué ou nouveau syndiqué dans une entreprise, ça fout la trouille. Très clairement. Donc la question que je me pose, c'est comment arriver à faire tomber cette barrière, comment arriver à refaire changer la peur de côté, et de façon à ce que dans une entreprise, il n'y ait pas quelqu'un qui vienne nous dire qu'est-ce que fait ton syndicat ou que font les syndicats, parce qu'il n'est pas pour autant ne se pas dans sa boîte, mais plutôt qu'il arrive à nous dire qu'est-ce que je peux faire avec le syndicat. Il y a une nuance d'importance. Voilà, c'est donc moi c'est mon gros sujet de réflexion, c'est comment arriver à augmenter la syndicalisation pour arriver justement à retrouver ce rapport de force qui nous manque dans beaucoup d'endroits. Parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure du principe de la grève générale qui est à notre niveau plutôt une revendication parce qu'on n'a pas le pouvoir de l'imposer, parce qu'on n'a pas la force de l'imposer. Donc comment retrouver le rapport de force? Comment avoir le rapport de force? Question. C'est pas une réponse, mais non, si. Je crois qu'il y a des secteurs où, quand il y a des gens qui viennent aux permanences pour se syndiquer, il y a aussi une analyse du secteur dans lequel la personne travaille. Et il y a des gens, par exemple, c'est pour ça qu'on a dans un syndicat comme Être Précis, qui n'est pas un syndicat d'industrie qui regroupe. On a des structures d'accueil pour des gens dont on considère, et avec eux d'ailleurs, qu'il n'y a pas de possibilité de faire, notamment dans certaines petites entreprises, de développer un syndicat, parce que ça voudrait dire un aller simple pour le Pôle emploi. Donc c'est pas systématiquement qu'on propose une organisation interne à l'entreprise. Après, ça dépend aussi du contexte, mais je crois que la question que tu poses, elle contient aussi sa réponse, c'est-à-dire tu dis il y a un rapport de force global qui n'est pas favorable. Effectivement, et c'est comment ce rapport de force qui n'est pas favorable peut le redevenir. Je crois qu'il n'y a pas simplement une vue, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est toute la question de l'organisation internationale. La CNT, elle se bat, il y a des rapports de force, ils ne sont pas simplement, je veux dire, notre projet, qu'est-ce que ça voudrait dire, un projet de transformation révolutionnaire dans un seul pays. Il y a un gars qui s'appelait Staline, il a essayé, etc. Donc, nous, on a aussi des choses à apprendre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des rapports de force défavorables en France, mais il y a aussi une évolution. Si on prend il y a un siècle, en gros, on va dire, l'organisation, c'était dans les pays capitalistes avancés, pour faire simple, etc., le syndicalisme était fort. Mais aujourd'hui, peut-être que des perspectives globales, elles vont venir, non pas des vieilles métropoles qui cassent l'industrie, etc., mais de pays comme la Chine, comme l'Inde, où il y a des développements, il y a des découvertes du syndicalisme de base, il y a des luttes dures dans l'automobile, dans d'autres secteurs. Il y a eu en Hongrie aussi des batailles dont on ne parle pas, ou en Hongrie ou en Roumanie, sur des questions de travailleurs qui étaient importés, enfin chinois par exemple, qui sont organisés. Donc peut-être que la réponse globale, ça sera dans une évolution du rapport de force aussi international. Mais on est confronté là aussi à la question du nationalisme, aujourd'hui des replis
il n'y a pas simplement la classe ouvrière qui est en position défensive. Il y a les replis identitaires, nationalistes, il y a les batailles commerciales qui sont en train de s'amuser à développer. Tout ça, ça en tient aussi des embryons de guerre, parce qu'il ne faut pas être naïf. Hein. Les contradictions de leur système, elles se résolvent aussi à des moments par des conflits. C'est pour ça que moi, dans cette période difficile qu'on vit, mais si on pense à ceux qui militaient dans les années 30, 40, c'était un peu compliqué aussi. Hein. Mais il y a par exemple, il s'est recréé au mois de mai à Parme, en Italie, une confédération internationale du travail avec des membres de la CNT d'Espagne, avec des camarades polonais, avec des camarades de la FAO allemande, avec des camarades des IWW. IWW, c'est une structure américaine qui était sa propre internationale, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était présente aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, il y avait une section en Allemagne, en Australie, je crois, et qui se considérait comme une internationale. Mais là, ils ont choisi de faire partie de cette nouvelle organisation. Alors, la CNT avait des observateurs à cette réunion à Parme, et pour la France, notre prochain, j'ai oublié les Italiens, notre prochain congrès confédéral aura à débattre de est-ce qu'on adhère à cette nouvelle structure, parce que l'horizon de notre combat, il ne s'arrête pas aux frontières, quoi. Hein, on n'est pas simplement pour la suppression des frontières, mais on est aussi pour une organisation au niveau international, parce que, alors bien sûr, on a déjà des pratiques, on a des groupes de travail, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est quelque chose qui existe aussi. On a un petit bulletin qui s'appelle Terre et Liberté, où on a des groupes de travail par continent, hein, où on fait des informations, par exemple, sur les luttes des Indiens du Dakota du Nord, sur les mouvements de Chiapas, sur le combat pour la libération de Moumouni Abou Jamal, sur les luttes en Palestine, il y avait un débat aujourd'hui, sur la question du Kurdistan. Et donc, les tâches qui sont devant les nôtres, c'est pas simplement de développer notre réseau en France, mais d'essayer d'être partie prenante de quelque chose au niveau international qui renoue avec, Aimable l'a dit, mais les pratiques de la première internationale, en tout cas dans sa dimension anti-autoritaire. J'étais un peu hors sujet. Moi, j'ai pas de solution à ce que tu proposes. C'est dommage, j'aurais fait un festival remarquable, quoi, si on avait trouvé la clé de tout ça. Mais par contre, je sais pourquoi les choses se passent comme ça aussi, quoi. C'est qu'il faut absolument qu'on réfléchisse à l'accueil et à la formation, mais je voulais y venir après, mais à l'accueil des gens qui veulent rejoindre la CNT, c'est-à-dire que d'une part, qu'on n'agisse pas comme la plupart des organisations syndicales traditionnelles qui agissent comme des solutions aux questions posées par les salariés et non pas qui réfléchissent à intégrer les salariés à la solution qui va être proposée, ce qui fait qu'une fois que les gens ont une réponse à la question immédiate qui se sont posées, ils peuvent aller ailleurs, ils ont simplement fait un passage par la case syndicale et ont peut-être permis qu'un syndicaliste mène une carrière prolongée, qu'il soit réélu, etc. Mais il ne faut pas non plus être un syndicat de service et pas non